Bonjour à toutes et à tous. La tradition marxiste est formelle. L'État est conçu explicitement dès le Manifeste et le 18 Brumaire, et dans tous les textes classiques ultérieurs, avant tout de Marx sur la Commune de Paris et de Lénine sur l'État et la Révolution comme appareil répressif. L'État est une machine de répression qui permet aux classes dominantes au XIXe siècle, à la classe bourgeoise et à la classe des grands propriétaires terriens d'assurer leur domination sur la classe ouvrière pour la soumettre au procès d'extorsion de la plus-value, c'est-à-dire à l'exploitation capitaliste. L'État, c'est alors avant tout ce que les classiques du marxisme ont appelé l'appareil d'État. On comprend sous ce terme non seulement l'appareil spécialisé au sens étroit dont nous avons reconnu l'existence et la nécessité à partir des exigences de la pratique juridique, à savoir la police, les tribunaux, les prisons, mais aussi l'armée, qui, le prolétariat a payé de son sang cette expérience, intervient directement comme force répressive d'appoint en dernière instance quand la police et ses corps auxiliaires spécialisés sont débordés par les événements. Et au-dessus de cet ensemble, le chef de l'État, le gouvernement et l'administration. Présentée sous cette forme, la théorie de l'État marxiste-léniniste touche à l'essentiel, et il n'est pas question un seul instant de ne pas prendre conscience que c'est bien là l'essentiel. L'appareil d'État qui définit l'État comme force d'exécution et d'intervention répressive, au service des classes dominantes, dans la lutte de classe menée par la bourgeoisie et ses alliés contre le prolétariat, est bel et bien l'État, et définit bel et bien sa fonction fondamentale. Pourtant, là encore, comme nous l'avons fait remarquer à propos de la métaphore de l'édifice infrastructure et superstructure, cette présentation de la nature de l'État reste en partie descriptive. Comme nous aurons souvent l'occasion d'employer cet adjectif descriptif, un mot d'explication est nécessaire pour lever tout équivoque. Lorsque nous disons, en parlant de la métaphore de l'édifice ou en parlant de la théorie marxiste de l'État, que ce sont des conceptions ou représentations descriptives de leur objet, nous n'avons pas d'arrière-pensée critique. Nous avons au contraire tout lieu de penser que les grandes découvertes scientifiques ne peuvent éviter de passer par la phase de ce que nous appellerons une théorie descriptive. Ce serait la première phase de toute théorie, au moins dans le domaine qui nous occupe, celui de la science des formations sociales. Comme telle, on pourrait, et à notre sens on doit, envisager cette phase comme une phase transitoire, nécessaire au développement de la théorie. Qu'elle soit transitoire, nous l'inscrivons dans notre expression théorie descriptive, en faisant apparaître dans la conjonction des termes que nous employons l'équivalent d'une sorte de contradiction. En effet, le terme de théorie jure en partie avec l'adjectif descriptive qui lui est accolé. Cela veut dire très précisément 1. Que la théorie descriptive est bien sans aucun doute possible, le commencement sans retour de la théorie, mais 2. Que la forme descriptive dans laquelle se présente la théorie exige, par l'effet même de cette contradiction, un développement de la théorie qui dépasse la forme de la description. Lorsque nous disons que la théorie marxiste de l'État dont nous disposons reste en partie descriptive, cela signifie d'abord et avant tout que cette théorie descriptive est sans aucun doute possible le commencement même de la théorie marxiste de l'État, et que ce commencement nous donne l'essentiel, c'est-à-dire le principe décisif de tout développement ultérieur de la théorie. Nous dirons en effet que la théorie descriptive de l'État est juste, puisqu'on peut parfaitement faire correspondre à la définition qu'elle donne de son objet l'immense majorité des faits observables dans le domaine qu'elle concerne. Ainsi, la définition de l'État comme état de classe existant dans l'appareil d'État répressif éclaire d'une manière fulgurante tous les faits observables dans les divers ordres de la répression, quels qu'en soient les domaines. Depuis les massacres de juin 1948 et de la Commune de Paris, du dimanche sanglant de mai 1905 à Pétrograd, de la Résistance, de Charonne, jusqu'aux simples et relativement anodines
Intervention d'une censure qui interdit La religieuse de Diderot ou une pièce de Gatti sur Franco. Elle éclaire toutes les formes directes ou indirectes de l'exploitation et de l'extermination des masses populaires. Les guerres impérialistes, elle éclaire cette subtile domination quotidienne où éclate, par exemple dans les formes de la démocratie politique, ce que Lénine a appelé, après Marx, la dictature de la bourgeoisie. Cependant, la théorie descriptive de l'État représente une phase de la constitution de la théorie qui exige elle-même le dépassement de cette phase. Car il est clair que si la définition en question nous donne bien de quoi identifier et reconnaître les faits d'oppression en les rapportant à l'État conçu comme appareil répressif d'État, cette mise en rapport donne lieu à un genre d'évidence très particulier dont nous aurons l'occasion de dire un mot dans quelques instants. Oui, c'est bien ainsi, c'est bien vrai. Et l'accumulation des faits sous la définition de l'État, si elle multiplie son illustration, ne fait pas avancer réellement la définition de l'État, c'est-à-dire sa théorie scientifique. Toute théorie descriptive court ainsi le risque de bloquer le développement, pourtant indispensable, de la théorie. C'est pourquoi nous pensons qu'il est indispensable pour développer cette théorie descriptive en théorie tout court, c'est-à-dire pour comprendre plus avant les mécanismes de l'État en son fonctionnement, nous pensons qu'il est indispensable d'ajouter quelque chose à la définition classique de l'État comme appareil d'État. L'État et son existence dans son appareil n'ont de sens qu'en fonction du pouvoir d'État. Toute la lutte des classes politiques tourne autour de l'État. Entendons, autour de la détention, c'est-à-dire de la prise et de la conservation du pouvoir d'État par une certaine classe ou par une alliance de classes ou de fractions de classes. Cette première précision nous oblige donc à distinguer le pouvoir d'État, conservation du pouvoir d'État ou prise de pouvoir d'État, objectif de la lutte de classe politique d'une part, et l'appareil d'État d'autre part. Nous savons que l'appareil d'État peut demeurer en place, comme le prouvent les révolutions bourgeoises du XIXe siècle en France, ou les coups d'État, le 2 décembre mai 1958, ou les effondrements d'État comme la chute de l'Empire en 1870, la chute de la Troisième République en 1940, ou la montée politique de la petite bourgeoisie en France, sans que l'appareil d'État en soit affecté ou modifié. Il peut rester en place sous les événements politiques qui affectent la détention du pouvoir d'État. Même après une révolution sociale comme celle de 1917, une grande partie de l'appareil d'État est restée en place sous la prise du pouvoir d'État par l'alliance du prolétariat et de la paysannerie pauvre, comme Lénine l'a souvent répété. On peut dire que cette distinction du pouvoir d'État et de l'appareil d'État fait partie de la théorie marxiste de l'État, de manière explicite depuis le 18 Brumaire et les luttes de classe en France de Marx. Pour résumer sur ce point, la théorie marxiste de l'État, nous pouvons dire que les classiques du marxisme ont toujours affirmé 1. L'État, c'est l'appareil répressif d'État. 2. Il faut distinguer le pouvoir d'État de l'appareil d'État. 3. L'objectif de la lutte des classes concerne le pouvoir d'État et par voie de conséquence, l'utilisation par les classes ou alliances de classes ou de fractions de classes détentrices du pouvoir d'État, de l'appareil d'État en fonction de leurs objectifs de classe. Et 4. Le prolétariat doit s'emparer du pouvoir d'État pour détruire l'appareil d'État bourgeois existant et, dans une première phase, le remplacer par un appareil d'État tout différent, prolétarien, puis dans les phases ultérieures, mettre en œuvre un processus radical, celui de la destruction de l'État, c'est-à-dire la fin du pouvoir d'État et de tout appareil d'État. De ce point de vue, par conséquent, ce que nous proposerions d'ajouter à la théorie marxiste de l'État y figure d'ores et déjà en toutes lettres. Mais il nous semble que cette théorie ainsi complétée reste encore en partie descriptive, bien qu'elle comporte désormais des éléments complexes et différentiels dont le fonctionnement et le jeu ne peuvent être compris sans le recours à un approfondissement théorique supplémentaire. Ce qu'il faut ajouter à la théorie marxiste de l'État, c'est donc autre chose.
Nous devons ici avancer avec prudence dans un terrain où, en fait, les classiques du marxisme nous ont depuis longtemps précédés, mais sans avoir systématisé, sous une forme théorique, les progrès décisifs que leurs expériences et leurs démarches impliquent. Leurs expériences et démarches sont en effet restées avant tout sur le terrain de la pratique politique. Les classiques du marxisme ont, en fait, c'est-à-dire dans leur pratique politique, traité l'État comme une réalité plus complexe que la définition qui en est donnée dans la théorie marxiste de l'État, même complétée comme nous venons de le faire. Ils ont reconnu cette complexité dans leur pratique, mais ils ne l'ont pas exprimée dans une théorie correspondante. Nous voudrions tenter d'esquisser très schématiquement cette théorie correspondante. À cette fin, nous proposons la thèse suivante. Pour faire progresser la théorie de l'État, il est indispensable de tenir compte non seulement de la distinction entre pouvoir d'État et appareil d'État, mais aussi d'une autre réalité qui est manifestement du côté de l'appareil répressif d'État, mais ne se confond pas avec lui. Nous appellerons cette réalité par son concept, les appareils idéologiques d'État. Ils ne se confondent pas avec l'appareil répressif d'État. Rappelons que dans la théorie marxiste, l'appareil d'État comprend le gouvernement, l'administration, l'armée, la police, les tribunaux, les prisons, qui constituent ce que nous appellerons désormais l'appareil répressif d'État. Répressif indique que l'appareil d'État en question fonctionne à la violence, du moins à la limite, car la répression, par exemple administrative, peut revêtir des formes non physiques. Nous désignons par appareil idéologique d'État un certain nombre de réalités qui se présentent à l'observateur immédiat sous la forme d'institutions distinctes et spécialisées. Nous en proposons une liste empirique qui exigera naturellement d'être examinée en détail, mise à l'épreuve, rectifiée et remaniée. Sous toutes les réserves qu'implique cette exigence, nous pouvons, pour le moment, considérer comme appareil idéologique d'État les institutions suivantes. L'ordre dans lequel nous les énumérons n'a pas de signification particulière. Les appareils idéologiques d'État religieux, le système des différentes églises. Les appareils idéologiques d'État scolaire, le système des différentes écoles, publiques et privées. L'appareil idéologique d'État familial, les appareils idéologiques d'État juridique, les appareils idéologiques d'État politique, le système politique dont les différents partis. L'appareil idéologique d'État syndical, les appareils idéologiques d'État de l'information, presse, radio-télé, les appareils idéologiques d'État culturel, lettres, beaux-arts, sport. Nous disons, les appareils idéologiques d'État ne se confondent pas avec l'appareil répressif d'État. En quoi consiste leur différence ? Dans un premier moment, nous pouvons observer que s'il existe un appareil répressif d'État, il existe une pluralité d'appareils idéologiques d'État. À supposer qu'elle existe, l'unité qui constitue cette pluralité des appareils idéologiques d'État encore n'est pas immédiatement visible. Dans un second moment, nous pouvons constater qu'alors que l'appareil répressif d'État, unifié, appartient tout entier au domaine public, la plus grande partie des appareils idéologiques d'État dans leur apparente dispersion, relèvent au contraire du domaine privé. Privés sont les églises, les partis, les syndicats, les familles, quelques écoles, la plupart des journaux, des entreprises culturelles, etc. Laissons de côté pour le moment notre première observation, mais on ne manquera pas de relever la seconde pour nous demander de quel droit nous pouvons considérer comme appareils idéologiques d'État des institutions qui, pour la majorité d'entre elles, ne possèdent pas de statut public, mais sont tout simplement des institutions privées. En marxiste conscient, Gramsci avait déjà, d'un mot, prévenu cette objection. La distinction du public et du privé est une distinction intérieure au droit bourgeois et valable dans les domaines subordonnés où le droit bourgeois exerce ses pouvoirs. Le domaine de l'État lui échappe car il est au-delà du droit. L'État, qui est l'État de la classe dominante, n'est ni public ni privé. Il est au contraire la condition de toute distinction entre public et privé. Disons la même chose en partant cette fois de nos appareils idéologiques d'État.
peu importe si les institutions qui les réalisent sont publiques ou privées. Ce qui importe, c'est leur fonctionnement. Des institutions privées peuvent parfaitement fonctionner comme des appareils idéologiques d'État. Il suffirait d'une analyse un peu poussée de n'importe lequel des appareils idéologiques d'État pour le montrer. Mais allons à l'essentiel. Ce qui distingue les appareils idéologiques d'État de l'appareil répressif d'État, c'est la différence fondamentale suivante. L'appareil répressif d'État fonctionne à la violence, alors que les appareils idéologiques d'État fonctionnent à l'idéologie. Nous pouvons préciser en rectifiant cette distinction. Nous dirons en effet que tout appareil d'État, qu'il soit répressif ou idéologique, fonctionne à la fois à la violence et à l'idéologie, mais avec une différence très importante qui interdit de confondre les appareils idéologiques d'État avec l'appareil répressif d'État. C'est que pour son compte, l'appareil répressif d'État fonctionne de façon massivement prévalente à la répression, y compris physique, tout en fonctionnant secondairement à l'idéologie. Il n'existe pas d'appareil purement répressif. Exemple, l'armée et la police fonctionnent aussi à l'idéologie, à la fois pour assurer leur propre cohésion et reproduction, et par les valeurs qu'elles proposent au dehors. De la même manière, mais à l'inverse, on doit dire que, pour leur propre compte, les appareils idéologiques d'État fonctionnent de façon massivement prévalente à l'idéologie, mais tout en fonctionnant secondairement à la répression, fût-elle, à la limite, mais à la limite seulement, très atténuée, dissimulée, voire symbolique. Il n'existe pas d'appareil purement idéologique. Ainsi, l'école et les églises dressent par des méthodes appropriées de sanction, d'exclusion, de sélection, non seulement leurs officiants, mais aussi leurs ouailles. Ainsi la famille. Ainsi l'appareil idéologique d'État culturel, la censure pour ne mentionner qu'elle. Est-il utile de mentionner que cette détermination du double fonctionnement, de façon prévalente ou secondaire à la répression et à l'idéologie, selon qu'il s'agit de l'appareil répressif d'État ou des appareils idéologiques d'État, permet de comprendre qu'il se tisse constamment de très subtiles combinaisons, explicites ou tacites, entre le jeu de l'appareil répressif d'État et le jeu des appareils idéologiques d'État. La vie quotidienne nous en offre d'innombrables exemples, qu'il faudra toutefois étudier dans le détail pour dépasser cette simple observation. Cette remarque nous met pourtant sur la voie de comprendre ce qui constitue l'unité du corps apparemment disparate des appareils idéologiques d'État. Si les appareils idéologiques d'État fonctionnent de façon massivement prévalente à l'idéologie, ce qui unifie leur diversité, c'est ce fonctionnement même, dans la mesure où l'idéologie à laquelle il fonctionne est toujours en fait unifiée, malgré sa diversité et ses contradictions, sous l'idéologie dominante qui est celle de la classe dominante. Si nous voulons bien considérer que, dans le principe, la classe dominante détient le pouvoir d'État sous une forme franche, ou le plus souvent par le moyen d'alliances, de classes ou de fractions de classes, et dispose donc de l'appareil répressif d'État, nous pourrons admettre que la même classe dominante soit active dans les appareils idéologiques d'État, dans la mesure où c'est en définitive, au travers de ces contradictions mêmes, l'idéologie dominante qui est réalisée dans les appareils idéologiques d'État. Bien entendu, c'est tout autre chose que d'agir par loi et décret dans l'appareil répressif d'État et que d'agir par l'intermédiaire de l'idéologie dominante dans les appareils idéologiques d'État. Il faudra entrer dans le détail de cette différence, mais elle ne saurait masquer la réalité d'une profonde identité. À notre connaissance, aucune classe ne peut durablement détenir le pouvoir d'État sans exercer en même temps son hégémonie sur et dans les appareils idéologiques d'État. Je n'en veux qu'un seul exemple et preuve, le souci lancinant de Lénine de révolutionner l'appareil idéologique d'État scolaire, entre autres pour permettre au prolétariat soviétique, qui s'était emparé du pouvoir d'État, d'assurer tout simplement de la dictature du prolétariat et le passage au socialisme. Cette dernière remarque nous met en mesure de comprendre que les appareils idéologiques d'État puissent être non seulement l'enjeu, mais aussi le lieu de la lutte des classes et souvent de formes acharnées de la lutte des classes.
La classe ou l'alliance de classes au pouvoir ne fait pas aussi facilement la loi dans les appareils idéologiques d'État que dans l'appareil répressif d'État. Non seulement parce que les anciennes classes dominantes peuvent y conserver longtemps de fortes positions, mais aussi parce que la résistance des classes exploitées peut trouver le moyen et l'occasion de s'y exprimer, soit en utilisant les contradictions qui y existent, soit en y conquérant par la lutte des positions de combat. Si la thèse que nous avons proposée est fondée, nous sommes conduits à reprendre, tout en la précisant sur un point, la théorie marxiste classique de l'État. Nous dirons qu'il faut distinguer le pouvoir d'État et sa détention, d'une part, et l'appareil d'État, d'autre part. Mais nous ajouterons que l'appareil d'État comprend deux corps. Le corps des institutions, qui représente l'appareil répressif d'État, d'une part, et le corps des institutions, qui représente le corps des appareils idéologiques d'État, d'autre part. Mais s'il en est ainsi, on ne peut manquer de se poser la question suivante, même en l'état, très sommaire, de nos indications. Quelle est exactement la mesure du rôle des appareils idéologiques d'État? Quel peut bien être le fondement de leur importance? En d'autres termes, à quoi correspond la fonction de ces appareils idéologiques d'État qui ne fonctionnent pas à la répression, mais à l'idéologie? Nous pouvons alors répondre à notre question centrale, restée pendant de longues pages en suspens. Comment est assurée la reproduction des rapports de production? Dans le langage de la topique, infrastructure, superstructure, nous dirons, elle est, pour une grande part, assurée par la superstructure juridique, politique et idéologique. Mais puisque nous avons considéré comme indispensable de dépasser ce langage encore descriptif, nous dirons, elle est, pour une grande part, assurée par l'exercice du pouvoir d'État dans les appareils d'État, l'appareil répressif d'État d'une part, et les appareils idéologiques d'État d'autre part. On voudra bien tenir compte de ce qui a été dit précédemment et que nous rassemblons maintenant sous les trois traits suivants. 1. Tous les appareils d'État fonctionnent à la fois à la répression et à l'idéologie, avec cette différence que l'appareil répressif d'État fonctionne de façon massivement prévalente à la répression, alors que les appareils idéologiques d'État fonctionnent de façon massivement prévalente à l'idéologie. 2. Alors que l'appareil répressif d'État constitue un tout organisé, dont les différents membres sont centralisés sous une unité de commandement, celle de la politique de lutte des classes, appliquée par les représentants politiques des classes dominantes qui détiennent le pouvoir d'État. Les appareils idéologiques d'État sont multiples, distincts, relativement autonomes et susceptibles d'offrir un champ objectif à des contradictions exprimant, sous des formes tantôt limitées et tantôt extrêmes, les effets des chocs entre la lutte des classes capitalistes et la lutte des classes prolétariennes, ainsi que leurs formes subordonnées. 3. Alors que l'unité de l'appareil répressif d'État est assurée par son organisation centralisée unifiée sous la direction des représentants des classes au pouvoir, exécutant la politique de lutte des classes au pouvoir, l'unité entre les différents appareils idéologiques d'État est assurée, le plus souvent dans des formes contradictoires par l'idéologie dominante, celle de la classe dominante. Si on veut bien tenir compte de ces caractéristiques, on peut alors se représenter la reproduction des rapports de production de la manière suivante, selon une sorte de division du travail. Le rôle de l'appareil répressif d'État consiste essentiellement, en tant qu'appareil répressif, à assurer par la force, physique ou non, les conditions politiques de la reproduction des rapports de production, qui sont en dernier ressort des rapports d'exploitation. Non seulement l'appareil d'État contribue pour une très grande part à se reproduire lui-même, il existe dans l'État capitaliste des dynasties d'hommes politiques, des dynasties militaires, mais aussi et surtout l'appareil d'État assure par la répression, depuis la force physique la plus brutale jusqu'aux simples ordres et interdits administratifs,
à la censure ouverte ou tacite les conditions politiques de l'exercice des appareils idéologiques d'État. Ce sont eux, en effet, qui assurent, pour une grande part, la reproduction même des rapports de production sous le bouclier de l'appareil répressif d'État. C'est ici que joue massivement le rôle de l'idéologie dominante, celle de la classe dominante, qui détient le pouvoir d'État. C'est par l'intermédiaire de l'idéologie dominante qu'est assurée l'harmonie, parfois grinçante, entre l'appareil répressif d'État et les appareils idéologiques d'État, et entre les différents appareils idéologiques d'État. Nous sommes ainsi conduits à envisager l'hypothèse suivante, en fonction même de la diversité des appareils idéologiques d'État dans leur rôle unique, car commun, de la reproduction des rapports de production. Nous avons en effet énuméré, dans les formations sociales capitalistes contemporaines, un nombre relativement élevé d'appareils idéologiques d'État. L'appareil scolaire, l'appareil religieux, l'appareil familial, l'appareil politique, l'appareil syndical, l'appareil de l'information, l'appareil culturel. Or, dans les formations sociales du mode de production servagiste, dit communément féodal, nous constatons que s'il existe un appareil répressif d'État unique, formellement très semblable, non seulement depuis la monarchie absolue, mais encore depuis les premiers États antiques connus à celui que nous connaissons, le nombre des appareils idéologiques d'État est moins élevé et leur individualité différente. Nous constatons par exemple qu'au Moyen Âge, l'Église, appareil idéologique d'État religieux, cumulait alors nombre de fonctions aujourd'hui dévolues à plusieurs appareils idéologiques d'État distincts, nouveaux par rapport au passé que nous évoquons, en particulier des fonctions scolaires et culturelles. À côté de l'Église existait l'appareil idéologique d'État familial, qui jouait un rôle considérable, sans commune mesure avec celui qu'il joue dans les formations sociales capitalistes. L'Église et la famille n'étaient pas, malgré les apparences, les seuls appareils idéologiques d'État. Il existait aussi un appareil idéologique d'État politique. Les États généraux, le Parlement, les différentes factions et ligues politiques, ancêtres des partis politiques modernes, et tout le système politique des communes franches puis des villes. Il existait aussi un puissant appareil idéologique d'État pré-syndical, si nous pouvons risquer cette expression forcément anachronique, les puissantes confréries des marchands, des banquiers, et aussi les associations des compagnons. L'édition et l'information elles-mêmes ont connu un incontestable développement, ainsi que les spectacles, d'abord partie intégrante de l'Église, puis de plus en plus indépendantes d'elle. Or, dans la période historique pré-capitaliste que nous examinons à très large trait, il est absolument évident qu'il existait un appareil idéologique d'État dominant, l'Église, qui concentrait en elle non seulement les fonctions religieuses, mais aussi scolaires, et une bonne partie des fonctions d'information et de culture. Si toute la lutte idéologique du XVIe au XVIIIe siècle, depuis le premier ébranlement de la Réforme, s'est concentrée dans une lutte anticléricale et anti-religieuse, c'est pas par hasard, c'est en fonction même de la position dominante de l'appareil idéologique d'État religieux. La Révolution française a eu avant tout pour objectif et résultat non seulement de faire passer le pouvoir d'État de l'aristocratie féodale à la bourgeoisie capitaliste commerciale, de briser en partie l'ancien appareil répressif d'État et de le remplacer par un nouveau, par exemple l'armée nationale populaire, mais aussi de s'attaquer à l'appareil idéologique d'État numéro 1, l'Église. D'où la constitution civile du clergé, la confiscation des biens d'Église et la création de nouveaux appareils idéologiques d'État pour remplacer l'appareil idéologique d'État religieux dans son rôle dominant. Naturellement, les choses ne sont pas allées toutes seules. À preuve le Concordat, la Restauration et la longue lutte de classe entre l'aristocratie foncière et la bourgeoisie industrielle dans tout le cours du XIXe siècle, pour l'établissement de l'hégémonie bourgeoise sur les fonctions remplies naguère par l'Église, avant tout par l'école. On peut dire que la bourgeoisie s'est appuyée sur le nouvel appareil idéologique d'État politique
démocratique parlementaire, mise en place dans les premières années de la Révolution, puis restaurée après de longues luttes violentes quelques mois en 1848 et durant des dizaines d'années après la chute du Second Empire, afin de mener la lutte contre l'Église et s'emparer de ses fonctions idéologiques. Bref, pour assurer non seulement son hégémonie politique, mais aussi son hégémonie idéologique, indispensable à la reproduction des rapports de production capitalistes. C'est pourquoi nous nous croyons autorisés à avancer la thèse suivante, avec tous les risques que cela comporte. Nous pensons que l'appareil idéologique d'État, qui a été mis en position dominante dans les formations capitalistes mûres, à l'issue d'une violente lutte de classe politique et idéologique contre l'ancien appareil idéologique d'État dominant, est l'appareil idéologique scolaire. Cette thèse peut sembler paradoxale, s'il est vrai que pour tout le monde, c'est-à-dire dans la représentation idéologique que la bourgeoisie tenait à se donner à elle-même et aux classes qu'elle exploite, il semble bien que l'appareil idéologique d'État dominant dans les formations sociales capitalistes ne soit pas l'école, mais l'appareil idéologique d'État politique, à savoir le régime de démocratie parlementaire assorti du suffrage universel et des luttes des partis. Pourtant, l'histoire, même récente, montre que la bourgeoisie a pu et peut fort bien s'accommoder d'appareils idéologiques d'État politiques différents de la démocratie parlementaire. L'Empire, numéro 1 ou numéro 2, la monarchie à charte, Louis XVIII, Charles X, la monarchie parlementaire, Louis-Philippe, la démocratie présidentielle de Gaulle, pour ne parler que de la France. En Angleterre, les choses sont encore plus manifestes. La Révolution y a été particulièrement réussie du point de vue bourgeois, puisque, à la différence de la France, où la bourgeoisie, du fait d'ailleurs de la sottise de la petite noblesse, a dû accepter de se laisser porter au pouvoir par des journées révolutionnaires, paysannes et plébéiennes, qui lui ont coûté terriblement cher, la bourgeoisie anglaise a pu composer avec l'aristocratie et partager avec elle la détention du pouvoir d'État et l'usage de l'appareil d'État pendant très longtemps, paix entre tous les hommes de bonne volonté des classes dominantes. En Allemagne, les choses sont encore plus frappantes puisque c'est sous un appareil idéologique d'État politique où les Junkers impériaux, symbole Bismarck, leur armée et leur police lui servaient de bouclier et de personnel dirigeant que la bourgeoisie impérialiste a fait son entrée fracassante dans l'histoire avant de traverser la République de Weimar et de se confier au nazisme. Nous croyons donc avoir de fortes raisons de penser que derrière les jeux de son appareil idéologique d'État politique qui occupait le devant de la scène, ce que la bourgeoisie a mis en place comme son appareil idéologique d'État numéro 1, donc dominant, c'est l'appareil scolaire, qui a en fait remplacé dans ses fonctions l'ancien appareil idéologique d'État dominant, à savoir l'Église. On peut même ajouter, le couple école-famille a remplacé le couple Église-famille. Pourquoi l'appareil scolaire est-il en fait l'appareil idéologique d'État dominant dans les formations sociales capitalistes et comment fonctionne-t-il? Qu'il suffise pour le moment de dire 1. Tous les appareils idéologiques d'État, quels qu'ils soient, concourent tous au même résultat, la reproduction des rapports de production, c'est-à-dire des rapports d'exploitation capitalistes. 2. Chacun d'entre eux concourt à cet unique résultat de la manière qui lui est propre. L'appareil politique, en assujettissant les individus à l'idéologie politique d'État, l'idéologie démocratique, indirecte, parlementaire ou directe, plébiscitaire ou fasciste. L'appareil d'information en gavant par la presse, la radio, la télévision tous les citoyens des doses quotidiennes de nationalisme, chauvinisme, libéralisme, moralisme. De même pour l'appareil culturel, le rôle du sport dans le chauvinisme est de premier ordre. L'appareil religieux en rappelant dans les sermons et autres grandes cérémonies de la naissance, du mariage et de la mort que l'homme n'est que cendre, sauf s'il sait aimer ses frères jusqu'à tendre l'autre joue à celui qui gifle la première. L'appareil familial. N'insistons pas. 3. Ce concert est dominé par une partition unique, troublée à l'occasion par des contradictions, celles des restes des anciennes classes dominantes, celles des prolétaires et de leurs organisations.
La partition de l'idéologie de la classe actuellement dominante, qui intègre dans sa musique les grands thèmes de l'humanisme des grands ancêtres, qui ont fait avant le christianisme le miracle grec, et après la grandeur de Rome, la ville éternelle, et les thèmes de l'intérêt particulier et général, nationalisme, moralisme et économisme. 4. Pourtant, dans ce concert, un appareil idéologique d'État joue bel et bien le rôle dominant, bien qu'on ne prête guère l'oreille à sa musique. Elle est tellement silencieuse. Il s'agit de l'école. Elle prend les enfants de toutes les classes sociales dès la maternelle. Et dès la maternelle, avec les nouvelles comme les anciennes méthodes, elle leur inculque pendant des années, les années où l'enfant est le plus vulnérable, coincé entre l'appareil d'État-famille et l'appareil d'État-école, des savoir-faire enrobés dans l'idéologie dominante. Le français, le calcul, l'histoire naturelle, les sciences, la littérature, ou tout simplement l'idéologie dominante à l'état pur. Morale, instruction civique, philosophie. Quelque part, vers la 16e année, une énorme masse d'enfants tombe dans la production. Ce sont les ouvriers ou les petits paysans. Une autre partie de la jeunesse scolarisable continue et vaille que vaille fait un bout de chemin pour tomber en route et pourvoir les postes des petits et moyens cadres, employés, petits et moyens fonctionnaires, petits bourgeois de toutes sortes. Une dernière partie parvient au sommet, soit pour tomber dans le demi-chômage intellectuel, soit pour fournir, outre les intellectuels du travailleur collectif, les agents de l'exploitation capitaliste, managers, les agents de la répression, militaires, policiers, politiques, administrateurs, et les professionnels de l'idéologie, prêtres de toutes sortes, dont la majorité sont des laïcs convaincus. Chaque masse qui tombe en route est pratiquement pourvue de l'idéologie qui convient au rôle qu'elle doit remplir dans la société de classe, rôle d'exploiter à conscience professionnelle, morale, civique, nationale et apolitique hautement développée, rôle d'agent de l'exploitation, savoir commander et parler aux ouvriers, les relations humaines d'agents de la répression, savoir commander et se faire obéir sans discuter ou savoir manier la démagogie de la rhétorique des dirigeants politiques ou de professionnels de l'idéologie, sachant traiter les consciences avec le respect, c'est-à-dire le mépris, le chantage, la démagogie qui conviennent, accommodés aux accents de la morale, de la vertu, de la transcendance, de la nation, du rôle de la France dans le monde. Bien sûr, nombre de ces vertus contrastées. Modestie, résignation, soumission d'une part, cynisme, mépris, hauteur, sûreté, grandeur, voire beau parler, habileté, s'apprennent aussi dans les familles, à l'église, à l'armée, dans les beaux livres, dans les films et même sur les stades. Mais aucun appareil idéologique d'État ne dispose pendant autant d'années de l'audience obligatoire. Et c'est bien la moindre des choses, gratuite, 5 à 6 jours sur 7, à raison de 8 heures par jour, de la totalité des enfants de la formation sociale capitaliste. Or, c'est par l'apprentissage de quelques savoir-faire enrobés dans l'inculcation massive de l'idéologie de la classe dominante que sont pour une grande part reproduits les rapports de production d'une formation sociale capitaliste, c'est-à-dire les rapports d'exploité à exploiteur et d'exploiteur à exploité. Les mécanismes qui produisent ce résultat vital pour le régime capitaliste sont naturellement recouverts et dissimulés par une idéologie de l'école universellement régnante, puisque c'est une des formes essentielles de l'idéologie bourgeoise dominante, une idéologie qui représente l'école comme un milieu neutre, dépourvu d'idéologie puisque laïque, où des maîtres respectueux de la conscience et de la liberté des enfants qui leur sont confiés en toute confiance par leurs parents, lesquels sont eux aussi libres, c'est-à-dire propriétaires de leurs enfants, les font accéder à la liberté, la moralité et la responsabilité d'adultes par leur propre exemple, les connaissances, la littérature et leurs vertus libératrices. J'en demande pardon aux maîtres qui, dans des conditions épouvantables, tentent de retourner contre l'idéologie, contre le système et contre les pratiques dans lesquelles ils sont pris, les quelques armes qu'ils peuvent trouver dans l'histoire et le savoir qu'ils enseignent. Ce sont des espèces de héros. Mais ils sont rares,
et combien la majorité n'ont même pas le commencement du soupçon du travail que le système qui les dépasse et écrase les contraint de faire, puis mettent tout leur cœur et leur ingéniosité à l'accomplir avec la dernière conscience, les fameuses méthodes nouvelles. Ils s'en doutent si peu qu'ils contribuent par leur dévouement même à entretenir et nourrir cette représentation idéologique de l'école, qui rend aujourd'hui l'école aussi naturelle et indispensable, utile et même bienfaisante à nos contemporains, que l'Église était naturelle, indispensable et généreuse à nos ancêtres d'il y a quelques siècles. De fait, l'Église a été aujourd'hui remplacée par l'école dans son rôle d'appareil idéologique d'État dominant. Elle est couplée avec la famille, tout comme autrefois l'Église était couplée avec la famille. On peut alors affirmer que la crise, d'une profondeur sans précédent, qui ébranle à travers le monde le système scolaire de tant d'États, souvent conjointe à une crise déjà annoncée dans le manifeste, qui secoue le système familial, prend un sens politique, si l'on considère que l'école et le couple école-famille constituent l'appareil idéologique d'État dominant, appareil jouant un rôle déterminant dans la reproduction des rapports de production d'un mode de production menacé dans son existence par la lutte de classe mondiale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.